yesterday, you said tomorrow. So just do it! Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Victor Ferry. Victor, ça va ? Mais oui, bonjour tout le monde. Bonjour Jordan. Alors, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle rhétorique. J'ai envie qu'on parle création de contenu. Donc Victor, toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tu es docteur en rhétorique, tu es aussi créateur de contenu, entrepreneur. Tu t'intéresses à plein de choses. C'est un truc qui m'intéresse pas mal de discuter avec toi, c'est que en fait, bien que tu aies commencé la création de contenu et ton business tourne autour de la rhétorique qui est ta compétence principale, on va dire, tu as aussi plein d'autres intérêts pour le business, l'investissement, etc. Et donc tu crées aussi du contenu sur ces choses-là. Donc ça m'intéresse pas mal de savoir comment du coup tu te lances en fait dans de la nouvelle création de contenu et tu lances une nouvelle chaîne et puis tu as un podcast, etc., etc. Comment tout ça sert ton business ? Moi, je crée également du contenu, donc j'ai pas une audience aussi grosse que la tienne, malheureusement pour moi. Mais voilà, ça m'intéresse que tu puisses partager un peu tes tips, etc. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses déjà commencer par présenter effectivement toute cette facette de la création de contenu. Comment ça peut servir ton business ? C'est quoi ta stratégie, etc. C'est une question un peu vague, mais je pense qu'on pourra creuser aussi un peu derrière. Donc, je te laisse m'expliquer tout ça. Ouais, donc tu sais, tu as commencé en disant j'ai une audience plus grosse que la tienne, malheureusement. Et je pense qu'il y a un truc là-dessus qui est important, c'est que moi j'ai commencé la création de contenu en donnant des cours. Ça a été ça le premier truc que j'ai fait, c'est que je donnais des cours à l'université. Donc j'avais un amphithéâtre, et dans l'amphithéâtre j'avais un public qui était très divers. Et des gens qui sont en master, donc ils attendent qu'une chose, c'est que ça devienne chiant pour pouvoir mettre le nez dans leur téléphone et dans leur ordinateur. Donc il faut toujours être capable de leur capter l'attention. Il faut se débrouiller pour faire du contenu qui parle à tout le monde et de le faire d'une manière captivante. Et pour moi, c'est ça la différence entre un créateur qui a une audience de niche et un créateur qui est capable de toucher un public beaucoup plus large. C'est que je me suis habitué à essayer, pour que mes cours soient intéressants pour les élèves, de réagir aux choses qui étaient dans l'actualité. Donc il se passe un truc dans l'actualité, j'allais arriver en cours en disant regardez ce qui s'est passé dans l'actualité, on peut le débriefer du point de vue de la rhétorique. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, j'ai créé ma chaîne YouTube parce que à un moment de ma carrière, je pouvais plus avancer dans l'université parce que à un moment il faut avoir un poste définitif et donc faut passer par tout un tas de sélections. Et à un moment on m'a dit vous allez passer l'année prochaine parce que là on a d'autres gens à faire passer. C'est là que je suis passé d'une carrière d'universitaire à une carrière d'entrepreneur parce que je voulais pas attendre et ça me manquait de donner cours. Et donc le premier contenu que j'ai créé, j'ai fait des cours de rhétorique sur YouTube. Je voulais continuer à avoir un public, je voulais continuer à avoir des gens qui me suivent et vu que mon focus était assez large, je parle de ce qui est dans l'actualité et je le débriefe du côté du point de vue de la rhétorique. C'est ça qui a fait que ça a marché. Si j'avais fait du contenu en disant je vais vous expliquer la rhétorique d'Aristote, puis après on va passer à Cicéron et puis après etc. D'une part il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup de contenus de ce genre-là qui ne fonctionnent pas. C'est du contenu qui est trop niché. Donc je sais qu'on dit qu'il faut essayer d'apporter un maximum de valeur à un minimum de gens. Moi j'ai fait le contraire et c'est ça qui a marché. Ok, alors c'est intéressant parce que tu vois, quand tu as mentionné là du coup la rhétorique, Aristote, etc., naturellement j'ai pensé à la chaîne de Charles le précepteur. Absolument. Qui lui prend un peu du coup l'inverse de l'approche que toi tu peux avoir et qui malgré tout a une bonne audience, etc. Comment est-ce que tu peux expliquer du coup le fait que lui ça n'ait pas marché ? Parce que j'ai l'impression, tu vois, que dans ce que tu dis, je comprends évidemment l'intérêt de rebondir sur l'actualité parce que naturellement, tu es en train de profiter sur aussi des intentions de recherche. Tu vois, si on réfléchit en termes de SEO, je veux dire, par exemple, là, il y a eu les élections présidentielles. Bon, toi, tu as un peu parlé des débats sur les élections présidentielles françaises, etc. Naturellement, sur YouTube, les gens vont aller regarder le dernier dérapage de Zemmour ou le dernier débat de trucs. Et toi, ça te permet de récolter ces intentions de recherche. Là, dernièrement, il y a eu le Ballon d'Or avec Benzema. Très rapidement, tu as fait une vidéo dessus. Ouais, tout à fait. Très efficace. Tu as été très efficace. Et voilà, en fait, tu prends ce truc-là. Donc, je comprends d'un point de vue que ça permet de développer une audience assez rapidement. Ouais.
Et Charles, il fait un peu tout l'inverse. Donc, comment tu peux expliquer justement ce truc-là? Alors, je peux me planter, mais je dirais que Charles, c'est une anomalie. Ouais. C'est une anomalie parce que dans la multitude de gens qui parlent sur YouTube de Spinoza, de Platon, des grands philosophes, etc. Tu tapes, tu vas trouver plein de vidéos qui font 300 vues, 1000 vues, etc. sur ces sujets-là. Et Charles, c'est le mec dans ce domaine qui a été capable de décoller. Je pense qu'il y a plein de raisons pour ça. Il a une belle voix, il est rigoureux, il est bienveillant. Il est très bon dans l'écriture. Il connaît vraiment les sujets, donc il fait du très bon contenu. Mais je pense que le fait que lui, dans ce domaine-là, ait décollé, c'est quelque chose que tu peux pas reproduire. Tu peux pas décider demain de te dire, ok, à partir de maintenant, je vais faire du contenu sur les grands philosophes, et t'as très peu de chances que ça marche. Alors que si tu te dis, demain, je vais commencer à faire des vidéos qui sont réactives à ce qu'il y a dans l'actualité, ça marche. Moi, je te donne un exemple, hein. J'ai un client qui est DJ. C'est quelqu'un qui est DJ à Marseille, je l'embrasse. Lui, il avait besoin de faire des vidéos qui font plus de vues pour pouvoir, in fine, être un peu plus connu dans ce monde du DJ. Je lui ai dit, bah regarde, là il y a McFly et Carlito, ils viennent de faire une vidéo où ils créent un mix à Ibiza en étant coachés par David Guetta. Tu fais une vidéo qui s'appelle un vrai DJ critique le mix de McFly et Carlito. Et sa vidéo a explosé les performances qu'il a habituellement sur sa chaîne. Et c'est ça que je fais avec les gens, c'est que j'essaie d'aider les gens à sortir de leur niche en étant capable de taper dans un auditoire beaucoup plus large. Et ça, c'est reproductible. Et ça, c'est prévisible. Et honnêtement, si tu fais ça, une fois sur 3 ou une fois sur 4, tu vas faire une vidéo qui va tout déchirer. Parce qu'il y a cette tendance, parce qu'il y a ce momentum où tout le monde veut du contenu sur ce truc dont tout le monde parle. Donc cette méthode-là est beaucoup plus reproductible et beaucoup plus aléatoire que de devenir la superstar dans un domaine qui est déjà niché. Donc Charles a énormément de talent, mais quelqu'un qui voudrait faire du Charles ne pourrait pas. Alors que quelqu'un qui voudrait se dire je vais commencer à surfer sur l'actualité depuis mathématiques, il va pouvoir le faire. Ok, très intéressant. Et oui, effectivement, Charles a un côté très charismatique, même quand il ne se montre pas, même quand on le voit pas. Il a un côté un peu charismatique où tu l'entends et tu te dis ah putain, il y a un truc fort. C'est deep. Ouais, non mais c'est ça. Et c'est toujours hyper agréable de l'écouter, etc. Ouais, totalement. Et tu vois même, avec un ami, on regarde ses vidéos, etc. Et parfois ça nous arrive de discuter de vidéos. Et nous, on est toujours très impressionnés par sa capacité à rester neutre. Ce qui est aussi une de tes forces, la capacité à rester neutre même dans le fait de traiter des sujets sur lesquels, quand on regarde un peu, je sais pas, quand on t'écoute dans des interviews, qu'on regarde d'autres machins, moi je pense comprendre un petit peu ta vision du monde, globalement, tu vois, je veux dire les grandes lignes. Et donc il y a certains sujets où je me dis, bah, ça va totalement à l'encontre de sa vision du monde, mais tu arrives quand même à rester totalement neutre. Et je me dis, c'est très fort, et Charles il a ce truc aussi. Je pense il a fait un épisode sur le wokisme, où vraiment j'étais impressionné de sa capacité à rester neutre et à rester dans les faits sur le wokisme, qui est quand même un sujet sur lequel tu peux très vite partir en live, tu vois. Donc ça c'est vraiment toujours hyper impressionnant. Et donc moi ça m'intéresse aussi parce que là tu mentionnais le fait que tu as un client que tu accompagnes sur de la création de contenu. Donc en fait aujourd'hui ton activité c'est pas uniquement d'accompagner les gens sur des sujets de rhétorique, c'est aussi devenu d'accompagner les gens sur de la création de contenu, c'est ça? Alors là, il faut qu'on précise un truc, mais si Aristote, Cicéron, Quintilien, ils étaient là aujourd'hui, ils formeraient les gens à la création de contenu. Si on a cette image comme ça de la rhétorique qui est un discours construit face à une assemblée, c'est parce qu'à l'époque où ils ont développé leur théorie, c'était là où ça se passait. Mais aujourd'hui, la rhétorique, ça se passe sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même le politicien qui fait un meeting, il est briefé en amont pour qu'il y ait certaines parties de son discours qui soient détachables et diffusables sur les réseaux sociaux pour que ça devienne viral. Donc c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Donc mon travail, c'est pas d'accompagner les gens pour qu'ils prennent la parole en public. Je le fais des fois
parce que je donne aussi des séminaires avec des gens qui sont managers, avec des gens qui travaillent dans telle ou telle entreprise et qui ont besoin de faire des présentations professionnelles et ce genre de choses. Mais le gros de mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la création de contenu. Ok, intéressant. Je reviens sur le sujet actualité. Moi, tu vois, alors, je sais pas si tu connais Yann Leonardi, ça te parle? Non, dis-moi. Alors, Yann Leonardi, c'est un créateur de contenu sur YouTube, que je salue, qui fait des vidéos, du coup, très axées marketing, etc. Et donc, on discutait justement, parce que je viens de lancer ma chaîne YouTube et on a eu l'occasion d'échanger, je prenais un petit peu des conseils auprès de lui, parce qu'il a une chaîne qui vient de dépasser les 50 000 abonnés, sur des sujets marketing, qui sont des sujets que j'aborde aussi également. Et en fait, moi, je lui disais que donc lui, il a un peu cette approche aussi. Alors, pas forcément sur l'actualité, mais par exemple, il a fait une vidéo sur Booba, il a fait une vidéo sur tu vois, des personnalités sur lesquelles, naturellement, tu sais que tu vas driver du trafic, etc. Et je lui disais, mais moi, j'ai l'impression enfin, c'est quoi le process pour que tu arrives à trouver déjà le sujet sur lequel tu vas parler, l'angle d'attaque que tu vas prendre, comment tu vas faire ton plan, etc., etc. Et de ton côté, tu sors vraiment sur des sujets d'actualité parfois. Et je reprends l'exemple de Benzema. Je veux dire, Benzema, il a fait son discours. J'ai l'impression que 2 heures après, ta vidéo, elle était en ligne. Je me dis, mais c'est quoi ton process? Par quel process est-ce que tu passes pour arriver à sortir immédiatement un contenu aussi rapide? Est-ce que tu as des plans que tu as l'habitude de suivre? C'est quoi le process? Ouais. Ça, je peux vraiment rentrer dans le détail. Mais avant, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est que c'est l'expérience. C'est que oui, au début, quand tu commences dans la création de contenu, évidemment que t'as pas d'angle, que t'as pas de sujet, parce que t'as pas l'expérience à laquelle te rattacher, donc tu sais pas dans quelle direction partir, et tu sais même pas comment t'adresser à ton public, donc au début t'es complètement paumé. Donc ça, c'est des choses qui viennent en faisant toujours plus de vidéos. Alors pour les vidéos qui sont réactives à l'actualité, oui, j'ai des plans. En fait, moi, je travaille à 2 niveaux. Il y a des vidéos que je crée, et là, j'essaie justement d'être un petit peu déconnecté de l'actualité, et donc de faire quelque chose où je me dis, tiens, je vais aller déterrer ce sujet qui est un peu vieux, qui est pas sous les radars, etc. Et là, je vais m'installer dedans. Donc, par exemple, j'ai attaqué cette saison en faisant une vidéo sur Thomas Sankara, qui était donc un dirigeant africain révolutionnaire. Très intéressant, c'était pas un sujet qui était dans l'actualité, mais je me suis dit tiens, c'est chouette, il y a des émissions qui sont sorties sur ces thèmes sur France Culture, donc ça me donne une bonne base de travail. Et donc je vais développer ce sujet-là, et là je m'installe, je creuse, etc. Donc c'est des vidéos qui me prennent du temps, et j'ai pas vraiment cette optique de il faut que je réagisse. Ça, c'est le travail que je fais le plus souvent, et de temps en temps il y a un événement qui saute sur le devant de la scène. Et donc là on le sent en fait. On sent, ça c'est une vague, il faut la prendre. Et donc ce que je fais, c'est que je mets tout le reste entre parenthèses, et je me dis, je fonce sur ce truc parce que je sens que tout le monde va en parler, je sens que ça va marcher. Et là, ce qui se passe, c'est, en général, c'est des discours, et mon process, il est très simple, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est réplicable, c'est, je me mets à la place de l'orateur. Donc Benzema va faire son discours, c'est quoi l'enjeu pour lui ? Il reçoit un prix, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Faut pas qu'il oublie de remercier telle et telle personne, il faut qu'il se montre humble, mais à la fois il faut qu'il montre qu'il mérite ce prix. Donc comment est-ce qu'on tricote un discours autour de ça? Et je me mets à sa place, je me dis si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et sur la base de mes intuitions sur ce que je ferais, ça me permet d'avoir un regard critique sur ce que lui a fait. Ouais. Et après, mon travail, c'est que les personnes qui écoutent ça se disent, et moi, si j'étais dans cette situation, par exemple parce que j'ai reçu une promotion au travail, par exemple parce que je reçois un prix, etc., comment est-ce que je pourrais faire un bon discours de circonstance? C'est ça la finalité. La finalité, c'est qu'à la fin, le public puisse faire une analogie avec sa situation à lui. Ok, intéressant. Je reprends l'exemple de Ankara, il s'appelle, c'est ça? Thomas Sankara. Sankara, pardon. Ouais, je me souvenais plus de son nom. Et donc, est-ce que là, typiquement, pour ce type de vidéo, tu vas commencer par regarder beaucoup de contenu, t'annoter des choses, etc. Et c'est à force de regarder, d'annoter que tu vas te dire, ah tiens, là, il y a peut-être un angle assez intéressant à prendre. C'est comme ça ton process? C'est les deux. En fait, effectivement, je passe énormément de temps à regarder des vidéos, et donc j'ai un Google Doc. Et sur ce Google Doc, je mets tous les liens vers les vidéos que j'ai
trouver intéressantes, et je mets des notes sur à tel moment ça c'est important, à tel moment ça c'est important. Donc ça c'est un travail que je fais parce que c'est nécessaire de vraiment se plonger dans la matière brute. C'est ça qui est important pour moi. Et à côté de ça, je vais avoir une approche plus chronologique. Donc à savoir, je vais regarder quels ont été les temps forts de la vie de cette personne et est-ce que la rhétorique a joué un rôle dans ces temps forts. Et en général, oui, un politicien, il y a un discours un peu fondateur qui fait qu'il se connecte avec le peuple. Il y a un moment où il fait le dérapage de trop, etc. Et donc je vais essayer d'identifier les points marquants dans sa vie et me dire quel rôle a joué la rhétorique dans ce parcours-là. Et moi, quand je dis ça, c'est dans ma discipline, mais n'importe qui, avec n'importe quelle entreprise, dans sa thématique, il y a eu des gens avant lui. Ces gens ont eu des réussites extraordinaires, d'autres ont eu des échecs extraordinaires. Et donc, depuis sa compétence, n'importe quelle personne peut regarder l'histoire de son champ et se demander, voilà, est-ce que je peux pas tirer des leçons de ces grandes réussites et ces grands échecs qu'il y a eu avant moi. Et c'est ça la matière du contenu. C'est comme ça qu'on fait du contenu qui est capable d'être intéressant pour une plus grande partie des gens, parce que l'histoire fait le tri. Les choses qui restent sont intéressantes. Et quand on prend ça comme matière de base, il y a toujours des choses utiles à tirer pour le public. Ouais, très intéressant. Donc, ok, toi là, dans ton process, donc il y a vraiment deux niveaux. C'est le côté chronologique et voilà, tu vas diguer dans le contenu, etc., etc. C'est ça. Et là, ce qui est important, c'est que ce soit marquant. Ce qui est important dans les séquences que je regarde, c'est qu'il y ait des choses où je me dis, ouais, c'est marquant. Parce que c'est ce genre de séance que je vais mettre très tôt dans l'intro. Dans l'intro de mes vidéos, j'essaie de mettre des séquences qui sont un peu surprenantes, riches en émotions, etc. pour que le public soit très, très rapidement connecté avec de la matière chaude et qu'il ait envie de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi les mécanismes qu'il y a derrière? Pourquoi ça a eu un impact sur moi? Et donc c'est ça le radar. C'est le radar, c'est tiens, c'est intéressant ce truc. C'est ces séquences-là que je vais chercher. Ok. Tu scriptes toutes tes vidéos? Ouais, sur la chaîne principale, hein, parce que sinon j'ai. Oui, parce qu'après j'ai effectivement t'as les autres chaînes. C'est ça. Ouais. Sur la chaîne principale, c'est ça l'objectif. Absolument. Ouais. Ok. Donc script. Et donc tu prends le truc dans l'ordre, à savoir ça c'est ce qui va faire partie de mon intro, ça je vais dérouler mon plan comme ça. C'est quoi ton process? Ah, mais j'écris tout. En fait, j'écris vraiment un texte. Okay. J'écris un texte, j'écris un discours, parce que l'objectif c'est de capter et maintenir l'attention. Donc il y a vraiment un travail de scénarisation, il faut que toutes les phrases que je garde aient une importance. Donc c'est un travail d'écriture et il faut alléger un maximum. Que toutes les fois où je peux remplacer ce que j'ai envie de dire par une séquence, je vais mettre une séquence pour pouvoir illustrer, pour pouvoir montrer plutôt que de dire, pour que ce soit le plus digeste possible pour le public. Et donc je vais essayer d'avoir des choses basiques, quoi. Il faut instaurer des tensions, il faut instaurer du suspense, il faut attiser la curiosité, il faut que ce soit une enquête, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il va s'en sortir, et il faut qu'il y ait des fausses pistes, donc tout ce genre de choses, il faut que ce soit vraiment écrit pour que ça fonctionne. Et mon objectif sur la chaîne principale, c'est ça. C'est que chaque vidéo soit tout à fait optimisée. Ok. Ta stratégie sur les autres chaînes, c'est vrai que là, on s'est focalisé sur ta chaîne principale. Sur les autres chaînes, donc, pourquoi avoir lancé d'autres chaînes? Et c'est quoi ta stratégie? Et qu'est-ce que tu tentes avec les autres chaînes? Alors, pourquoi j'ai lancé d'autres chaînes? C'est pour pas faire une Antoine Daniel. Antoine Daniel, qui avait un format qui marchait extrêmement bien, le format What's the Cut. Et au bout d'un moment, on évolue. Et au bout d'un moment, ça nous saoule. Parce que les gens nous rencontrent et ils nous connaissent pour des trucs qu'on a fait il y a très longtemps et on est passé tellement à autre chose. Donc on n'a plus du tout la connexion avec eux, etc. Et donc on se retrouve à avoir une œuvre qui est pas du tout connectée avec ce qu'on a envie de faire. Et donc il y a des youtubeurs qui s'enferment là-dedans et qui commencent, c'est très intéressant, hein, faut regarder la crise du sens d'Antoine Daniel, il y a une très longue interview où il revient là-dessus. Il faut regarder ça parce qu'on se rend compte à quel point les créateurs peuvent au bout d'un moment s'enfermer dans quelque chose qu'ils n'aiment plus et ils se forcent à le faire parce qu'ils ont été connus grâce à ça, ils ont gagné grâce à ça, ils ont peur que s'ils font autre chose, le public va pas les suivre, etc. Donc moi c'est pour ça que quand je commence à être saoulé de mon travail sur la chaîne principale, je vais créer du contenu sur les autres chaînes.
Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est qu'il y a la deuxième chaîne, c'est un atelier. Donc autant la chaîne principale, c'est vraiment faire du contenu qui est le plus efficace possible. Et je pense qu'il y a la plupart des gens qui regardent ça plus comme un divertissement, en tout cas quelque chose où ils vont passer un bon moment, ils vont trouver ça intéressant, etc. Mais ils vont pas forcément passer à l'action. Excuse-moi de te couper, mais quand tu parles Ouais. d'efficacité, tu dis je vise l'efficacité avec ma chaîne principale. C'est quoi Ouais. l'efficacité? Le nombre de vues, Ok. c'est vraiment ça. Hein. Je veux que la chaîne grandisse et donc faire des vidéos qui marchent. Et c'est ça l'objectif. Et Très donc bien. la chaîne secondaire, c'est vraiment plus pousser les gens à l'action. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des exercices. Ça veut dire que je vais faire des retours sur le contenu que je crée pour expliquer aux gens, bah voilà comment est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, etc. Pour que les gens puissent s'approprier les outils. Et la troisième chaîne, c'est une chaîne passion. C'est une chaîne que j'ai créée parce que j'aime beaucoup l'investissement, parce que j'investis, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et ça m'embêtait de pas créer du contenu là-dessus parce que je consommais beaucoup de contenu sur le sujet. Et je me retenais parce que je me disais mais ça a aucun rapport avec le reste des choses que tu fais. Et je me suis dit bah je vais le faire quand même parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et en fait créer du contenu autour d'une passion c'est très puissant parce que ça fatigue pas. Ouais. Ok, ouais. Très intéressant. Et donc là, aujourd'hui, ton activité, la façon dont tu génères des revenus grâce notamment à la création de contenu. Donc aujourd'hui, tu as la chaîne principale qui génère du revenu via la publicité, etc. Ça t'a permis aussi de lancer des formations. Et après, tu as une activité où tu fais de la prestation de services pour des entreprises, des entrepreneurs, etc. C'est ça? En fait, la chaîne principale, elle va attirer surtout des gens qui sont intéressés par le côté vraiment rhétorique classique, quoi. Donc ça va être des gens qui vont m'appeler parce qu'ils veulent des conférences sur la rhétorique en général. Ça va être des gens qui veulent que leurs équipes soient formées à la rhétorique pour faire des discours qui fonctionnent bien, pour qu'ils soient à l'aise à l'oral, etc. Donc ça va m'apporter plutôt une clientèle qui veut du séminaire et de la conférence en présentiel. Ensuite, j'ai un autre volet de la création de contenu, donc ça va être plus sur LinkedIn et ça va être sur les autres chaînes. Et ça va m'apporter plus d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'avoir du contenu qui marche mieux. Et donc ces gens-là vont soit opter pour des formations en ligne. Donc je crée régulièrement des formations en ligne et donc ça les gens vont les acheter, vont les suivre. Je leur fais des retours sur ce qu'ils créent. Et ceux qui veulent aller plus loin, bah, je les prends en coaching. Et ça, je prends très peu de gens. Là, en ce moment, j'ai 2 clients en coaching. Donc, je prends deux personnes, j'essaie de les emmener jusqu'au bout du cycle. Et après, je prends d'autres gens, mais ça, c'est plus vraiment pour les gens qui ont le temps et qui vont pouvoir se consacrer tout à fait à ça. Donc ça, c'est mes revenus, c'est ça. J'ai des revenus qui viennent des séminaires, des revenus qui viennent des formations en ligne, des revenus qui viennent du coaching, des revenus qui viennent de la monétisation YouTube et des revenus qui viennent de l'affiliation. Parce que la troisième chaîne, si je l'ai créée autour d'une passion, en fait, on peut très bien monétiser les passions. Parce que, en l'occurrence, moi, je gagne de l'argent en recommandant le courtier que j'utilise pour investir. Des fois, il y a d'autres marques, d'autres entrepreneurs qui ont des produits d'investissement, etc., qui les proposent. Et si je les aime bien, je les propose aussi à mon public. Donc, c'est vraiment de l'affiliation classique. Ça marche aussi très bien comme type de business model. Bah, surtout dans le domaine finance, investissement, etc. Non, mais tu pourrais le faire dans la bande dessinée, hein. Oui, c'est vrai. Enfin, n'importe quoi, tu fais des tests de bande dessinée, de jeux vidéo, de planches de skateboard, tu peux tout à fait faire de l'affiliation avec une passion. Ce que j'avais en tête en fait en disant ça, c'est que le pourcentage sur de l'affiliation ou globalement les revenus sur ce type de thématique-là, et même tu vois sur de la publicité YouTube, tu vois sur les revenus publicitaires, généralement c'est des thématiques sur lesquelles il y a des compétitions, la compétition est assez violente et où les CPM vont être assez élevés, où tu sais que naturellement même avec une petite audience tu vas être capable de générer des revenus qui peuvent être intéressants. Ouais, tout à fait. C'est de 1 à 4. Hein. La troisième chaîne qui est orientée business en termes de monétisation YouTube, elle rapporte 4 fois plus que la première. Ouais, c'est fou. Ok. Moi, en tant qu'entrepreneur, pourquoi est-ce que tu me conseillerais de m'intéresser au sujet de la rhétorique ou de la création de contenu? Ah, c'est deux choses différentes. Enfin, pour moi, tu aurais intérêt à t'intéresser à la rhétorique pour pas dire les mêmes trucs que tout le monde.
Ok. Ça, parce que quand tu vas t'intéresser à la création de contenu, bah, tu vas avoir d'autres créateurs de contenu. Ils vont avoir des templates qui sont bons, ils vont avoir des process qui sont bons, etc. Mais ce qui va pêcher, c'est au niveau du style et au niveau de la profondeur. Et c'est ça que peut apporter quelqu'un comme moi qui a un doctorat dans le domaine. C'est que je peux te donner le recul nécessaire à avoir des structures de phrases, un travail sur le style. Qui va te permettre de te démarquer. Donc pour moi, la rhétorique, c'est ça, c'est autour de comment est-ce que tu peux vraiment te démarquer, que les gens sentent qu'ils sont confrontés à de la pensée de première main et pas une copie de la copie de la copie, comme on voit trop souvent. Ok. Et donc, premier enjeu, travailler son style. Ouais, ça va être travailler son style. Ça, c'est le côté rhétorique. Après, le côté création de contenu, ouais. je vais m'intéresser à comment est-ce qu'on publie rapidement des vidéos qui marchent. Et ça, le style va intervenir parce que ça vaut la peine de faire une belle conclusion qui va être capable de galvaniser un peu le public, parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir revenir, vont avoir un attachement avec toi en tant que créateur. Ouais. Ok. C'est là-dessus, effectivement, t'es très bon. T'as toujours la petite conclusion qui amène l'autre vidéo et qui fait me dire ah putain, j'ai envie de savoir. La référence, là tu fais référence à un truc, puis tu teases un peu le fait que ce truc-là, vous pouvez l'avoir dans cette vidéo-là. C'est toujours mais donc ça, très intéressant. Typiquement, t'as capté ce que je faisais. Ouais. L'étape suivante, c'est de l'appliquer. En fait, c'est là que les différences se font. Ouais. Les différences se font quand on se dit, je vais arrêter de faire mes speeches et mes contenus à l'arrache, à l'intuition. Je vais commencer à me dire que c'est une vraie discipline et que je peux faire des choix. Et que je peux décider d'optimiser toujours un petit peu plus. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. On devient meilleur en devenant un maniaque de l'optimisation, en mettant la pression sur chacune de ces phrases, en se demandant mais est-ce que tu es assez puissante, assez efficace, ou est-ce que je dois te remplacer, quoi. Et il y a aussi un truc qui rejoint ce que tu es en train de dire, et ça c'est un truc sur lequel tu appuies pas mal, et là-dessus je te rejoins totalement, et au travers de mon contenu j'essaie aussi d'avoir cette approche-là, c'est la différence entre la personne qui observe, qui analyse, et la personne qui va faire, qui va produire, qui va, etc. Et là, tu vois, je pense que bon, dans le domaine de la rhétorique, il y a un sujet qui est les commentateurs versus les producteurs, sur lequel tu as déjà pris la parole en disant bon, bah, c'est bien d'être un commentateur, mais en fait, c'est un moyen extrêmement simple de passer pour quelqu'un d'intelligent, mais sans l'être profondément. Et en fait, les gens intelligents, on les voit quand ils sont capables de faire. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est particulièrement important. Et donc, ouais, voilà, c'était juste mon petit commentaire. Ça rejoint ce que tu venais de dire, à savoir, il faut passer à l'action. Mais du coup, dans ce passage à l'action, je reviens sur le style parce que ça me parle beaucoup. Si tu devais décrire le tien, tu le définirais comment ? Ouais, j'ai réfléchi à ça. Je dirais qu'il est romantique et épique. Romantique, c'est le côté, tu dois te connecter aux passions. Donc il y a il faut pour qu'une vidéo fonctionne, il faut proposer un parcours émotionnel au public. Et donc ça veut dire qu'il y a des moments où il faut se plonger dans des passions tristes. Et tu sais, moi, les leviers que j'ai pour me plonger dans ces passions, je vais par exemple faire une vidéo, je sais pas, sur Georges Brassens. Je vais voir à quel point son style est beau, à quel point il est noble quand il prend la parole, à quel point il a été capable de pousser loin la langue française. Et je vais avoir un moment où je vais commencer à comparer avec les artistes pop d'aujourd'hui. Et là, je vais toucher à quelque chose qui est dans la nostalgie. Me dire, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait de notre langue? Et c'est quand j'arrive là que je vais activer les leviers épiques. Et le levier épique, c'est justement parce que la situation est catastrophique qu'on a la possibilité de faire des grandes choses. Ça, mon style. C'est un style qui va dans ce côté. Donc, tu sais, quand tu as l'amour profond d'une culture, et moi j'ai l'amour profond de la France, de cette culture, de cette langue, de ces paysages, de ce patrimoine. Et donc, quand tu es profondément amoureux de ça, il y a toujours des moments où tu tombes dans la nostalgie. Et il y a beaucoup de gens qui en restent à ce stade. Ce qu'on appelle les droits tardés, c'est ça.
les mecs qui jouent à se déguiser en chevalier et on a l'impression qu'ils n'ont Dieu que pour le passé. Qu'ils n'ont même pas vécu. C'est ce qui est très intéressant en plus. Et c'est très bien. Il faut entretenir ce lien avec le passé, mais il faut pas en rester là. La raison pour laquelle on se confronte aux grands auteurs, c'est pour monter sur leurs épaules. Donc c'est pour ça que je vais toujours, quand je commence à ressentir cette espèce de tristesse qui naît de la comparaison entre le passé et le présent, qui est souvent défavorable pour le présent, je vais activer ce levier épique en disant mais c'est à nous de relever tout ça. C'est à nous de nous montrer à la hauteur. C'est à nous de devenir des créateurs. Donc c'est ça le cœur de mon style. Ok. Le rôle de l'écriture dans tout ça. Parce que tu vois, en fait, moi j'aurais tendance à... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parce que moi c'est un peu comme ça que je raisonne, mais naturellement j'en viendrais à opposer la parole et l'écrit. Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire entre les lignes, c'est que l'écrit est très puissant en fait pour alimenter l'oral. Comment tu décrirais en fait le rôle de l'un par rapport à l'autre ? Travailler l'écrit, ça te permet au bout d'un moment d'avoir la capacité de dire des choses qui sont puissantes et précises de façon spontanée, de façon impromptue. C'est à ça que ça sert le travail d'écriture. C'est que quand tu fais un travail d'écriture, tu mets tes idées sur le papier. Ensuite, ça te permet de les affûter. Ça te permet que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Et quand tu fais ça régulièrement, tu te crées ce que j'appelle des îlots d'éloquence. C'est des petites portions de textes, de discours qui sont très précises, qui sont très bien écrites. Et quand on a beaucoup, ça te permet après, quand on te tend un micro, de réagir en disant des belles choses sans préparation. C'est à ça que ça sert. L'écrit, ça permet de structurer l'oral. Et donc, est-ce que tu conseilles d'écrire de manière régulière, même si c'est pas pour créer du contenu, juste pour mettre à plat ses pensées, etc., structurer ses idées ? Je pense qu'il faut qu'il y ait toujours une finalité quand même. Je crois pas qu'on puisse gagner beaucoup à juste écrire pour soi, comme pour un journal intime, etc. J'ai peur que ce soit un petit peu quelque chose comme une perte de temps. En revanche, j'encourage à créer pour publier très régulièrement, mais de le faire en ayant plein de formes différentes. C'est ça qui est important. Pour moi, c'est qu'il faut avoir plein de plans de contenu différents pour pouvoir offrir une richesse et une variété au public. Il y a des types de contenus que je vais faire de façon assez régulière. Il y a un contenu qui est très simple en fait, c'est tout simplement tirer les leçons de ses expériences. C'est on vit quelque chose et on prend le temps de se poser pour tirer 3 leçons qu'on peut retirer de ce qu'on vient de vivre. Et comme on est constamment en train de tester des choses, de vivre des choses, il y a un cercle vertueux qui peut s'amorcer entre je tente des choses et j'en tire les leçons sur le papier. Ça c'est quelque chose qui est assez classique, mais moi je ferai également régulièrement des contenus où il s'agit de travailler sa vision. Donc des choses très simples, du type on s'adresse au public en leur disant mais en fait pourquoi je vous parle ? Je vous parle parce que ça c'est important pour moi. Je vous parle parce que je ne veux plus de ça. Je vous parle parce que j'ai envie d'arriver à ça. Et donc là, on est sur quelque chose qui est plus tellement sur l'expérience que le public peut en tirer, mais plus sur quelque chose où on va rappeler à notre public quelle est cette quête dans laquelle on est engagé ensemble. Je ferai régulièrement aussi des contenus pour essayer de dénoncer les évidences. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est de faire la liste des choses qui sont absolument indiscutables. Donc dans mathématiques, ça va être des choses du type la manipulation c'est mal. Voilà. Et si on fait un contenu en se demandant mais si je prenais le contre-pied de ça, est-ce que je tomberais pas sur des choses intéressantes ? Donc là on est sur quelque chose qui est plus de la gymnastique intellectuelle. Et moi je conseille aux gens de faire ça, de régulièrement se poser en se demandant quelles sont les choses qui sont absolument indiscutables dans mon domaine. Et si je décidais d'en prendre le contre-pied, est-ce que je pourrais pas arriver vers quelque chose d'intéressant ? Ce qui est d'ailleurs, je crois, un exercice de rhétorique qui est fait où tu as le genre d'exercice où tu as des débats, le genre de débat impossible où tu donnes à un groupe, ok, bah toi tu dois défendre la peine de mort, toi tu dois être machin, c'est ce genre d'exercice-là. En fait, le truc, c'est qu'il faut être capable soi-même de défendre les deux positions. C'est là que c'est un exercice qui est intéressant. Ouais. Et ça, c'est vraiment de la gymnastique intellectuelle.
Et ça, pour le coup, c'est des choses qui sont pas du tout spontanées. C'est ça qui est intéressant. En fait, on progresse en rhétorique quand on passe de quelque chose qui est spontané et sans recul à quelque chose où on en passe par des figures obligées. Et c'est là qu'on commence à avoir une réflexion un peu plus méta sur qu'est-ce que je suis en train de faire, sur pourquoi ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est là qu'on peut devenir plus libre parce que on fait des choix. On ne se laisse pas porter par le flow en se disant bah, c'est ça la direction. Il y a, à chaque intersection, on peut se dire je peux passer par là ou par là. Et c'est là qu'on progresse. Il y a des exercices très simples. Hein. Et essayez de vous amuser à vous présenter sans utiliser la lettre E. Voilà, il faut se présenter, faire son branding statement comme on dit. Voilà, qui je suis, qui je sers, pourquoi je le fais, et faire un petit texte où on exclut tous les mots qui comportent des E. Et là, bah, tout de suite, on doit changer de réflexion par rapport au langage. On doit aller chercher des tournures, on doit aller chercher des mots qui sont pas ceux qui viennent spontanément. Et c'est là qu'on travaille son style. Et travailler son style, c'est passer d'un rapport spontané à la langue à un rapport plus conscient. Et donc, ça permet d'aller chercher au-delà de ce que vont dire les autres gens, parce que tout le monde parle comme il respire. Ouais. Dans ce côté documenté, je suis totalement d'accord avec toi sur le côté, c'est un moyen simple en fait d'écrire, de commencer à rentrer dans ces sujets de création de contenu, c'est par le fait de documenter déjà ce qu'on vit, les apprentissages qu'on a, etc. Moi, il y a quelque chose que j'observe et on en revient sur le sujet du style et je pense que ça peut être intéressant qu'on en discute, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui documentent ce qu'ils font mais de manière, je dirais, très journalistique, à savoir, c'est succession de faits, etc. C'est essayer d'avoir un ton un peu neutre. Et finalement, tu as l'impression que tu sais ce qu'ils font, mais tu sais pas qui ils sont. Tu connais très peu d'eux. Tu sais pas comment ils pensent. Et tu as du mal à vraiment te lier à eux. Tu vois, il y a cette espèce de rapport humain que tu pourrais avoir avec une personne. Finalement, il est pas là. Alors que c'est ça la force d'une relation, tu vois. La force de la relation, c'est t'as l'impression que tu le connais un peu dans l'intime, etc. Tu vois. Et donc c'est là où, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est là où rentrent des procédés comme le storytelling ou des choses comme ça, versus le côté très journalistique. Toi, quels seraient tes conseils justement pour éviter de tomber dans ce truc et, encore une fois, je pense que c'est un sujet de style, mais comment, toi, je sais pas si tu as des méthodes pour justement faire ressortir peut-être des éléments de personnalité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est un piège. Enfin, c'est pas un piège, c'est une impasse, le côté storytelling, parce que tu sais, sur LinkedIn, récemment, là, il y a un truc il y a une boîte de com qui note les influenceurs et qui les classe. Et qui s'appelle Favicon, un truc comme ça. Je fais partie de la liste, donc je vois très bien. Ouais. D'accord. Et donc tu vois dans le critère qu'ils mettent pour pouvoir déterminer la position des gens, ils mettent que c'est spontané et que c'est authentique. Mais en fait, l'authenticité, tu vas pas aller la chercher par du storytelling. Tu vois. Tu vas essayer d'être le plus spontané possible, et en fait, ton texte va ressembler aux 15 000 autres textes des mecs qui essaient d'avoir l'air spontané. Donc je pense que c'est pas tellement une question de format qui va permettre d'aller taper dans la spontanéité. Je pense que c'est plus une question de situation. Et si vous voulez avoir l'air authentique, faites des lives. C'est le live qui va marcher. C'est faire des lives avec des FAQ où les gens viennent, posent leurs questions et on répond directement. C'est là que les gens vont voir qui on est vraiment. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Et effectivement, le fait de répondre aux questions, le chat c'est fou en fait, c'est vraiment quelque chose. Et bon, moi tu vois, je suis pas consommateur de Twitch ou de stream, etc. Mais force est de constater que les streamers, ils ont une relation de malade avec leur audience. Enfin, c'est dingue. Ok. Donc toi, vraiment, exercice simple pour justement arriver à identifier ces choses-là, c'est passer par du live. Mais là, je donne un exemple parce que là, ça va parler à ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'investis dans une boîte qui s'appelle Realty. Realty, c'est une boîte qui tokenise de l'immobilier américain. Donc ils vont acheter des boîtes à Détroit, à Chicago, etc. Ils les cassent en petits morceaux
et le public peut acheter une partie de ces maisons et percevoir des loyers grâce à ça. Les gens qui ont créé cette boîte, c'est 2 frères canadiens qui s'appellent les frères Jacobson. Ça fait très très longtemps qu'ils sont dans le game. Ils ont eu des foncières qui ont extrêmement bien marché aux États-Unis. Ça a été les premiers à avoir des usines à Bitcoin, etc. Donc ils sont complètement dans ce monde-là. Et dans la boîte qu'ils ont créée aujourd'hui, qui s'appelle Realty, ils font un live par semaine. Les mecs, c'est des gros poissons. Hein. C'est des très très gros poissons. C'est l'équivalent de gros CIO de boîtes qui t'as l'impression qu'il faut passer par 15 secrétaires pour leur parler. Mais eux, ils font un live par semaine avec la communauté. La communauté vient, pose des questions, etc. Et souvent, c'est des questions qui sont difficiles, qui sont embarrassantes. C'est ouais, votre truc, ça ressemble à un scam. Enfin, il y a plein de questions qui sont difficiles. Les mecs, ils ne mettent rien sous le tapis. Ils se mettent face au public et ils répondent aux questions. Et je pense que mais de toute façon, les gens qui nous écoutent, ils ont cette culture-là. Quelqu'un qui se lance qui crée une start-up aujourd'hui, il le sait. Mais il faut le faire. Vos modèles, c'est pas le patron intouchable qui est dans son bureau au dernier étage. Votre modèle, c'est plus le streamer, effectivement. Vous allez une fois de temps en temps, et en plus, ça va vous permettre de faire remonter plein de choses, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qu'ils ont ajoutées à leur plateforme, qui viennent de choses qui sont voilà. Plus on ouvre la parole à sa communauté, plus les gens n'ont pas de problème à dire les choses qui doivent être dites, et ça permet comme ça d'améliorer le produit. C'est d'ailleurs une force pour moi des entreprises du Web3, parce que les entreprises du Web3 ont vraiment cette logique communautaire et le AMA mensuel avec la team où tu peux venir et tu viens poser les questions embarrassantes et on te répond, etc. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas du tout côté Web 2, on va dire. Et ça, vraiment, je pense que c'est une force. Et aujourd'hui, le milieu crypto, globalement, il bénéficie d'une hype, bon, pas au moment où on tourne, pour le coup, mais il bénéficie d'une hype liée à cet esprit de communauté et au fait qu'il y ait des gens qui puissent être très accessibles, etc., notamment via Twitter, blablabla. Donc, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Non, mais en fait, ce qui est pas hype, c'est les grosses cryptos, mais l'écosystème est intéressant. Ouais, parce qu'il y a plein de boîtes autour de vrais produits qui se créent et qui utilisent pas les cryptos comme un investissement, mais les cryptos comme un véhicule au service d'investissement. Ça, c'est super intéressant. Et donc, on peut créer des boîtes qui sont avec une relation beaucoup plus directe avec le public, avec les gens qui financent, etc. C'est super intéressant. Je reviens sur, du coup, Realty, où tu disais, ils mettent pas les problèmes sous le tapis. Ouais. Ok, quelqu'un qui vient, tu fais un live et on te balance un truc que t'as pas envie d'entendre à la tête. Là, je pense que la rhétorique a un rôle très important sur la façon de gérer ce type de situation. Globalement, les situations de crise, c'est quoi tes conseils sur comment gérer ce type de situation ? Mais c'est pareil, il faut de l'expérience parce qu'au début, n'importe quelle attaque, n'importe quelle critique est traumatisante. Ouais. Et en fait, c'est vraiment apprendre à secondariser ses réactions. Il y a toujours une réaction spontanée et émotionnelle. Et en ces matières, c'est jamais la bonne. En fait, vraiment, dans tout ce qui est rhétorique, débat, discussion, celui qui perd, c'est celui qui montre une émotion en premier. Il faut être toujours c'est comme ça, toi, que tu catégorises le truc. Ouais, pour moi, l'exemple le plus frappant que tout le monde aura à l'esprit, c'est le deuxième tour du débat entre Sarkozy et Ségolène Royal. Tu l'avais même pas annoncé que je savais que tu allais mentionner ce truc-là parce que effectivement c'est le premier truc que j'ai eu en tête. Mais oui, c'est ça. C'est Madame, vous vous énervez bien vite. Mais je ne m'énerve pas. Vous avez une drôle façon d'être calme, etc. Donc c'est foutu après. Après on voit juste un mec calme face à une femme qui est pas calme et c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut bien comprendre que les situations d'échange, d'interaction, de débat, ce qui se joue, c'est pas le fond. Parce que si les gens veulent du fond, ils vont lire ce que vous écrivez quand vous prenez le temps d'écrire, ils vont écouter ce que vous dites quand vous prenez le temps de les dire. Dans un débat, dans une confrontation, ce qui se joue, c'est un enjeu d'éthos. C'est image contre image, ce qui se juge, c'est la personnalité. Et celui qui gagne, c'est toujours celui qui a l'air plus calme, plus sage, plus posé.
Et donc, quand il y a des questions désagréables qui viennent dans le chat, l'avantage d'un chat, c'est que les mecs, ils peuvent pas répondre du tac au tac. Donc ça veut dire que tu prends la question, tu développes, tu dis tiens c'est marrant, t'as l'air agressif, est-ce que t'as passé une bonne journée ou je sais pas, tu désamorces un petit peu, puis après tu réponds sur le fond et tu trouves toujours une manière de t'en sortir parce que au bout d'un moment, enfin voilà, il y a toujours une issue, il y a toujours une issue, mais l'objectif c'est de prendre le temps. On laisse pas passer on met pas sous la table, on prend la critique, on la désamorce avec un peu d'humour, avec un peu de distance, etc. Et après, on répond sur le fond. Mais pour moi, c'est vraiment la capacité à encaisser sans que ça se voit qui fait la différence. Ouais, mais tu vois, je suis d'accord avec la théorie. Dans la pratique, je veux dire, t'es dans un débat présidentiel, il y a quelque chose qui est en train de te mettre en colère et ton temps est compté, littéralement, parce qu'il y a le petit compteur. Comment est-ce que tu peux gérer du coup cette espèce de prise de recul? Parce que moi, tu vois, j'ai l'impression dans ce que tu es en train de dire que, ok, tu fais un petit peu d'humour ou tu laisses un peu passer, ça te permet de souffler un coup, de reprendre un peu tes esprits, etc., etc. Mais j'ai le sentiment que c'est aussi typiquement dans ce genre de moment que tu peux tomber dans la gueule de bois, tu vois, tu vois ce que je veux dire, dans la gueule de bois, la langue de bois, pardon. Ouais, mais tu peux tomber dans la langue de bois et machin, et en fait, un débat c'est long. Un débat c'est long et tu vois que quelqu'un a lancé quelque chose qui t'énerve et tu te dis ok je te retiens et un peu plus loin tu lui mets un taquet et ce qui est important c'est comme dans un match de boxe en fait, celui qui gagne c'est celui qui encaisse sans que ça se voit et qui est capable sur le long terme de continuer à fatiguer l'autre. Ouais. Donc ça veut dire il faut arriver à toucher sans être touché, mettre autant de taquets que possible. Et que l'autre se démoralise parce qu'il voit que ces petits taquets ça nous fait rien. Donc c'est vraiment se dire là j'ai rien à dire sur le moment, là je suis séché, mais le public le sait pas. Peut-être que l'image qu'on peut donner c'est qu'on s'en fout. Ouais. Et on est séché, on n'a rien à dire donc on dit rien et on attend et un peu plus tard on aura l'inspiration et là on pourra mettre un taquet. Après pour ce qui est du là, on parle quand même de choses qui ne concernent pas la plupart des gens. Moi, ce que je conseille aux gens de faire pour se préparer aux situations de live avec la communauté, etc., c'est de s'entraîner à froid. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Ce que j'ai fait beaucoup, c'est que je suis allé voir les vidéos critiques, les commentaires critiques, etc. Et là, à froid, je prends le temps de regarder, je prends le temps d'encaisser, je prends le temps d'écrire une réponse. Et après, c'est bon. Et quand on fait ça régulièrement, on s'habitue à ce processus, j'encaisse, au début je suis sidéré, je n'ai rien à dire, je laisse reposer, je trouve une issue sur le papier, et quand on fait ça régulièrement, et ben après quand ça se passe en live, on est beaucoup mieux préparé. Ok. Et tu le fais même sur des... Enfin, là, tu le fais sur les vidéos qui te concernent, c'est-à-dire des gens qui viennent critiquer tes vidéos, tes contenus, etc. Ou alors tu peux carrément faire l'exercice, tu sais, comme on disait tout à l'heure, où tu te projettes dans prendre position sur un truc qui est contraire à tes valeurs, etc. Ou alors, par exemple, tu peux aller regarder une vidéo critique d'un créateur et tu te dis, vas-y, je vais me mettre à la place du créateur, comment je répondrai à cette situation ? Ça, je le fais assez souvent, mais pas tellement pour des créateurs, mais ça m'arrive de débriefer des débats qu'on foiré ou des écarts de communication d'une personne de premier plan. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a raté, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour que ça se passe mieux, etc. L'autre chose que je fais, c'est que je peux accompagner des gens sur ce sujet-là. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont ce problème-là, parce qu'ils se sont mangés un bad buzz, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour en profiter, pour créer du contenu à partir de ce bad buzz et gagner de l'argent et des clients. Moi, ça, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai fait, je trouve. Ça m'a fait marrer, mais c'est que à un moment, je recevais beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos contre moi. J'ai décidé de créer un format où je réponds à ces critiques, je monétise ces vidéos et j'investis l'argent que je gagne en répondant à ceux qui m'attaquent. Donc, quand on a compris ce phénomène, ça c'est vraiment le pousser jusqu'à la caricature. Mais en vérité, quelqu'un qui nous attaque, c'est le potentiel de pouvoir surfer là-dessus et de pouvoir encaisser quelque chose. Quand quelqu'un prend le temps de nous attaquer,
il y a une matière qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter pour surfer dessus et pour gagner des vues et des ronds. Donc c'est vraiment, quand on commence à le prendre comme un jeu, comme ça va être une opportunité de gagner quelque chose, ça devient beaucoup plus facile. Ouais. Oui, oui. Mais ça demande effectivement cette prise de recul et sortir du côté très émotionnel de la chose, etc. Ça, c'est un truc hyper important. Ah, mais il faut se confronter à ça le plus tôt possible. Et c'est pour ça, moi, je pense que les chefs d'entreprise, les gens qui ont des boîtes, etc., qui pensent que ça va marcher en mettant les choses sous le tapis, en essayant d'être lisse, intouchable, inattaquable, c'est une erreur. Au bout d'un moment, ça marche pas. Il faut dès le début, se confronter aux critiques, y répondre, etc. Parce qu'après, les gens sentent d'une part qu'on a peur de rien. Et en plus après ça délie la parole et les gens quand ils nous font du feedback même critique, ils savent que ce sera entendu et qu'on va le prendre comme des pistes d'amélioration. Est-ce que tu dirais que ça peut aussi être intéressant du coup d'anticiper les backlash, les mauvais feedbacks, etc. et de les adresser en amont? Tu sais, il y a un peu un truc de montrer ses faiblesses, ça humanise et ça machin, tu vois, il y a un peu ce truc-là de le côté un peu montrer ses failles et se montrer totalement honnête, etc. Bon, moi je suis un peu partagé, tu vois, sur ce sujet, j'avoue, mais je me dis que c'est un super moyen d'anticiper les backlash et les bad buzz, etc., tu vois, de tout de suite adresser ce genre de sujet. Alors, pourquoi pas hein, avoir conscience de ses faiblesses, de ses zones d'ombre et c'est une bonne idée de se demander quelles sont les pires choses, quelles sont les choses qui me feraient le plus mal à entendre, quelles sont les choses qui me fragiliseraient le plus au sujet de mon business, etc. Ça vaut le coup de les avoir en tête. Mais de toute façon, les critiques arrivent vite. Et on ne sait pas d'où elles arrivent. Mais oui, on ne sait pas d'où elles arrivent et puis on est surpris. On est toujours surpris par la créativité des gens en matière critique, donc c'est clair. La matière est là. Et moi, je pense qu'il faut exploiter cette matière. Il faut exploiter cette matière et puis plus on donne la parole à la communauté, plus la communauté a l'impression que la voix est entendue et moins ça sort de façon agressive. Et puis il y a effectivement des gens qui sont là pour de mauvaises raisons et ça dégage. Faut que ça aille de pair avec si quelqu'un est là pour insulter ou pour troller, etc., ça dégage. Ce qui est important, c'est que les gens de la communauté qui ont des choses à dire et qui le disent de façon un peu agressive, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude, peut-être parce qu'ils savent pas se gérer, etc. Bah eux, leur faire comprendre, leur donner du feedback, quoi. J'aime bien le fond de ta critique, mais t'inquiète, on est copains, t'es pas obligé d'être agressif, on discute, quoi. Ça me fait penser à un clash que j'ai vu la semaine dernière sur Twitter, Asher, tu sais, le créateur de contenu autour de crypto, etc., qui du coup se faisait clasher par quelqu'un sur Twitter et sa réponse c'était un truc du type je pense qu'il te faudra un spéculoos avec ton prochain café. Et tu vois, c'est vraiment ce truc de oula, calme, tu sais, ça va, il n'y a pas de y a pas de galère. Et j'avais trouvé ça très marrant, tu vois, c'est une manière de ok, tranquille, t'es pas obligé de me parler de cette manière-là, tu vois, enfin, tranquille. Faut pas hésiter à faire ça. Ça, c'est vraiment le niveau métalinguistique. Le niveau métalinguistique, c'est quand on commence à parler de la manière dont la communication a lieu. Et toutes les fois qu'un échange déraille, il faut prendre le temps de faire ça, de dire mais voilà, on se calme, on passe un bon moment, c'est agréable et ça désarme les gens. Quand ils comprennent qu'ils peuvent pas nous parler sur n'importe quel ton, c'est très important. Voilà. Tu dirais que alors je reviens sur répondre aux attaques, mais est-ce que tu penses que parfois ça peut être intéressant d'attaquer? Non. Non. Franchement, les attaques, c'est une matière qui est tellement riche que y a pas besoin de se créer des ennemis. On en a déjà plein. Et c'est de cela qu'il faut s'occuper parce que honnêtement, hein, même si on sent qu'on a un désaccord profond avec un autre, avec un concurrent, avec un autre créateur, etc. C'est une erreur de lui rentrer dedans. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'en faire un allié en l'invitant dans un format, en lui disant tiens,
il y a des choses, je pense qu'on a des visions différentes là-dessus, etc. Ça, viens, on en discute, on se fait un live, on se fait un podcast, etc. C'est beaucoup plus intéressant. Ce que tu as fait d'ailleurs avec Charles, on parlait de Charles tout à l'heure, tu as fait un format avec Charles où, du coup, pour débattre de la vision philosophie versus rhétorique, etc., parce que parfois il peut y avoir des oppositions. Et donc là où naturellement les gens pourraient voir une opposition, bah vous en avez fait une force en se disant, ok, en fait, viens, on en fait un débat riche, etc. C'est intéressant. Ah, mais ce que les gens doivent savoir sur Charles, c'est qu'en plus c'est un mec très cool. C'est un mec très sympa, Charles. C'est un chouette gars. Et donc évidemment, quand t'as la chance de pouvoir avoir une discussion avec quelqu'un qui est dans un domaine connexe, mais c'est pas pareil, et puis il y a des désaccords de fond sur les visions du monde, etc. Il faut en profiter, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Moi, c'est un truc que j'observe de plus en plus aussi, moi, dans mon domaine à moi, c'est les concurrents, tu vois. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire du business, etc., puis bon, j'ai pas fait une école de commerce, mais c'est équivalent, quoi. Et tu sais, j'avais vraiment cette impression que la concurrence, c'est le mal, tu vois, c'est vraiment les gens à abattre, etc., etc. Là où, en fait, maintenant, je me rends compte que parmi les personnes avec qui j'entretiens le plus de relations professionnelles, c'est mes concurrents. Parce que, en fait, on s'enrichit l'un l'autre, tu vois, dans tous les sens du terme en plus. Mais on s'enrichit parce que, ah tiens, j'ai fait cette découverte, je te la partage. Et là où, normalement, tu pourrais avoir ce truc de non, ça je le garde pour moi parce que c'est ma découverte. Mais en fait, non, tu vois, je vais te la partager et toi, de cette découverte, tu vas en faire quelque chose qui va m'enrichir en retour, etc., etc. Tu vois, c'est même un peu, je dirais, l'approche open source. Je sais pas si tu connais un peu tu vois, tout ce truc open source où bah, tu as des concurrents, en fait, le code il est accessible, tu vois. Et donc j'ai fait une mise à jour et en fait cette mise à jour elle est publique, toi tu es mon concurrent mais tu peux y accéder. Et en fait c'est le fait de mettre à disposition ce genre de choses qui va enrichir tout le monde en fait. Tu vois, on est en train de pousser tout le monde vers le haut. Et tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même un état d'esprit qui est très particulier à avoir, mais en fait, toutes les personnes qui ont un peu d'expérience se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus intelligent. Et j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus, tu vois, que tu es en train de mettre le doigt en disant, non mais, on n'a pas d'ennemis, tu vois, c'est des partenaires, en fait. Alors, c'est un point qui est fondamental. Je te le dis en une phrase, et puis après, je vais développer parce que c'est important. Moi, je dirais que les adolescents ont des ennemis, les adultes ont des concurrents. C'est un point qui est fondamental. Tu vois, quand tu regardes dans le YouTube game, dans le Twitch game, etc., t'as plein de streamers politiques. Donc des petits mecs d'extrême gauche, d'extrême droite, etc. Et tout leur contenu, c'est ça. C'est on est les gentils, on se bat contre les méchants, on est l'équipe des gentils, on se bat contre les méchants, etc. Et donc ils créent une relation toxique avec leur public. Ils ont un public qui est de plus en plus dépendant d'avoir leur dose d'idéologie. Et leur vision du monde est orientée là-dessus. Le monde sera meilleur quand on va prendre les ressources des méchants et les donner aux gentils. C'est un jeu à somme nulle. Oui. Et les adolescents sont là-dedans parce qu'on a des passions qui sont beaucoup plus fortes. Il y a beaucoup moins de place pour la nuance. Et donc c'est amis-ennemis. Heureusement, il y a certaines personnes qui grandissent et qui arrêtent d'être idéologues et qui passent du camp plutôt des pédagogues. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai des concurrents. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un concurrent? C'est une chance incroyable d'avoir un concurrent. Avoir un concurrent, c'est, bah voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose un peu mieux que moi. Et donc, j'ai la chance qu'il ait ouvert la voie. Et en regardant ce qu'il a fait, en essayant de me demander, mais comment est-ce qu'il a fait pour aller aussi haut, etc., bah, ça va me pousser à me dépasser. Mais j'ai pas envie de le détruire. Jamais. Parce que si je le détruisais, j'aurais une stimulation à la créativité de moins. Donc pour moi, c'est ça, les adultes ont des concurrents, parce que le monde devient ouvert, parce qu'on se dit, en fait, on peut avoir une compétition saine, et chacun grandir de notre côté, alors que, et je pense que ça vient quand on commence à gagner de l'argent, quand on commence à voir qu'on a des actions qui marchent, que ça fonctionne, qu'on fait rentrer de l'argent, etc., on rentre dans ce monde-là. Alors que les petits streamers dans leur chambre comme ça qui se disent oui si on taxait les riches, mon RSA serait plus important, etc. Ils ont une vision du monde à somme nulle. Il faut prendre aux uns pour donner aux autres, donc ils ont des ennemis. Et à un moment on grandit, on se rend compte qu'on a des concurrents et chacun peut augmenter sa richesse comme ça.
Ouais, ce truc jeu à somme nulle, c'est vrai que c'est très particulier et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de dire ça vient beaucoup d'une insécurité, tu vois, d'une insécurité personnelle mais je sais pas de quoi demain sera fait, etc. Et quand tu commences effectivement en tant qu'entrepreneur à gagner de l'argent, à voir qu'en fait tu es capable, tu vois, tu peux le faire. Tu sors un peu de cette insécurité et tu te mets à penser de manière beaucoup plus intelligente parce que c'est un peu cette réalisation que, mais en fait, si je gagne, l'autre, il perd pas forcément. Tu vois ? Mais non. Et tu vois, moi, je le vois beaucoup sur les levées de fonds dans les startups. Moi, j'ai des clients qui parfois m'appellent en panique en me disant « Est-ce que tu as vu que machin, ils viennent de faire un tour de table de 10 millions, tu vois ?» Et c'est le concurrent. Et je leur dis « Mais c'est une super nouvelle pour toi, en fait. » Parce que le truc, c'est que il va dépenser énormément d'argent pour ouvrir le marché dans lequel tu te trouves. Mhm. Et donc, naturellement, si tu fais du bon boulot, cet argent va te profiter à toi aussi. Mais oui. Et ça, c'est très difficile à concevoir pour beaucoup de monde. C'est très particulier. Mais, Ok. mais parce que oui, on a une relation des rapports de force qui est complètement façonnée par la politique. Oui. Et la politique, c'est ça, c'est un certain nombre de sièges. Oui. Si un tel est élu, l'autre est pas élu, donc il peut moins bénéficier de l'argent public, etc. Donc on a vraiment une vision du monde qui est complètement façonnée par les contraintes budgétaires, etc. Et on n'a pas du tout une approche création de valeur. Ouais, ce qui est très particulier. Hein. Et tu vois, c'est toujours. Alors, je sais pas exactement, mais tu vois, les McKinsey, etc., qui vont faire des études de marché où ils vont dire le marché du stream va augmenter va devenir aujourd'hui c'est 10 milliards, dans 10 ans c'est 30 milliards. Et tu sais, naturellement, moi, quand j'étais étudiant, je me disais, si c'est 30 milliards, si ça augmente de 20 milliards d'à côté, c'est que ça a forcément réduit de 20 milliards du côté de la télé ou des choses comme ça. Et puis, en fait, 10 ans plus tard, tu te rends compte que la télé, c'est toujours en croissance, le stream, c'est aussi en croissance. Tu te dis, mais attends, mais il est passé où cet argent? Mais non, mais en fait, c'est de la création de valeur. C'est tout. Donc, ouais, très important. Peut-être pour finir cet épisode, on a un peu parlé, tu vois, des personnes qui étaient. On a parlé du débat, notamment Sarko avec Ségolène Royal, etc. Pour toi, c'est qui les gens à observer qui sont vraiment inspirants, qu'il faut regarder pour. Tu vois, on a parlé de style, etc. C'est qui, toi, je sais pas si tu as des inspirations personnelles, tu vois. C'est qui les gens qu'il faut regarder, qu'il faut analyser, sans forcément copier, parce que tu vois, effectivement, il peut y avoir aussi ce truc de, en fait, les gens qui m'inspirent, je vais me mettre à devenir comme eux. Mais c'est qui pour toi les gens aujourd'hui qu'il faut regarder, qui ont un style, etc., et sur lequel ça peut être intéressant de se poser? Moi, je pense qu'il faut travailler à deux niveaux là-dessus aussi. C'est la première chose, c'est qu'il faut travailler avec les gens qui sont pertinents pour nous. Sinon, on part de trop loin. De demander à quelqu'un qui lance une start-up dans la tech ou je sais pas quoi, dans les vêtements ou tout ce que tu veux, ça sert à rien de lui dire va regarder comment Barack Obama fait ses discours, quoi. C'est trop loin. Et t'as pas le sens d'analyse nécessaire pour te dire ça c'est intéressant, ça c'est moins intéressant, ça c'est récupérable. Il faut regarder autour de soi. Il faut regarder moi je regarde d'autres créateurs de contenu, je regarde d'autres youtubeurs, je regarde d'autres streamers, etc. C'est ça que je regarde. C'est parce que là-dessus j'ai un sens, parce que je suis souvent dans les situations dans lesquelles ils sont. Les gens sont jamais dans des situations de débat présidentiel. Donc avoir le nez rivé sur les autres personnes au sein de notre thématique, et quand on voit quelque chose qui est bien, essayer de ne pas y aller sur le plan de il me saoule, il fait mieux que moi. Parce que c'est ça le réflexe de base. Le réflexe de base, c'est quand même un peu de la jalousie, un peu de la concurrence, etc. Moi, je peux être comme ça des fois, tu vois. Moi ça peut m'arriver d'être comme ça des fois, tu vois. Mais c'est la réaction de base. Mais oui. C'est putain, Samsung, il réussit. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, etc. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Exactement. Parce que il y a quelque chose à choper. Donc observer les gens qui sont autour de nous et accueillir le fait qu'on va être jaloux quand quelqu'un cartonne et se dire ok, mais comment il fait? Qu'est-ce que je peux récupérer? Donc pour moi ça c'est la base. Et après évidemment ça vaut le coup de travailler à un autre niveau et de se dire quand même s'il y a des gens qui ont été sélectionnés par l'histoire,
c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes à apprendre, et ça en fait, aller se tourner un petit peu vers les. Moi, c'est les grands auteurs qui m'inspirent. Je vais regarder les grands romanciers, je vais regarder les grands philosophes. Ouais, c'est surtout ça en fait, les grands poètes, parfois les grands chanteurs. Je parlais de Georges Brassens, il m'inspire beaucoup. Georges Brassens, c'est quelqu'un qui s'est dit, ok, je fais de la pop musique. Ça s'appelait pas pop musique, ça s'appelait chanson populaire. Mais je vais essayer de m'améliorer. Et donc il est allé passer des jours et des jours et des jours dans la bibliothèque pour regarder, bah tiens, c'est quoi un vrai poème, comment faisait Ronsard, etc. Et il s'est dit, j'ai des choses à améliorer dans mon processus d'écriture, je vais aller me confronter au plus grand. Ça, c'est une démarche saine. Ça permet de pas, parce que quand on observe les gens qui sont seulement autour de nous, on va avoir tendance à baigner dans le même bain et à pas avoir suffisamment de recul. Donc je travaillerai à ces deux niveaux. Regarder autour de soi en faisant bien attention à ne pas rester au stade de la jalousie quand quelqu'un fait mieux que nous, et également regarder les illustres prédécesseurs, taper dans les grands auteurs, la grande littérature, les personnes qui ont marqué l'histoire, parce que ça permet souvent d'être confronté à des choses originales et qu'on n'a pas directement sous les yeux. Ouais, passer l'épreuve du temps, c'est quand même un bon, un bon élément, en fait. Ouais, c'est ça un fait bon le tri. filtre. Parce que quand tu vois qu'effectivement, il y a des auteurs, voilà, je veux dire, 300 ans en arrière, c'est toujours des standards. Effectivement, ça vaut le coup de regarder, putain, mais comment ils ont fait, quoi. Parce que les grands auteurs d'aujourd'hui, en fait, il y a la grande majorité, 90%, ils vont tomber dans l'oubli dans les 100 prochaines années, quoi. Tu peux quand même repérer ceux qui vont rester. Hein. Oui. Tu sais où Houellebecq va rester. Enfin, Oui. il y a des critères. En fait, les critères, c'est que ils ont été capables de vraiment faire une pause et de se plonger sur ce qu'ils ont sous les yeux aujourd'hui. En fait, on se fait avoir parce que quand on va lire Balzac. Et on va se dire, waouh, c'est un super thème, le thème de l'imprime, enfin du jeune gars de province qui a envie de monter à Paris pour devenir auteur, etc. Mais non, mais c'est parce que c'est ça qu'il avait sous les yeux à l'époque. Donc il faut pas essayer de reproduire ce que les gens de l'époque faisaient. Les grands auteurs d'aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables de prendre cette matière vivante qu'on a sous les yeux, qui les enrichit et qui les inspire, et de les mettre dans les romans. Et donc quand on lit Houellebecq et qu'on voit qu'il fait des pages où un mec se promène dans un centre commercial, dans une ville de province, etc., on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais Zola faisait pareil. Quand Zola décrivait les villes dans les usines, enfin la vie à l'usine, etc., c'était le même délire. À l'époque, c'était considéré comme pas noble. Donc il faut les auteurs qui vont rester, c'est ceux qui ont mieux saisi le temps présent. Je reviens sur ton premier niveau d'analyse. À quel point est-ce qu'il faut aller micro ? Tu vois, parce que toi, par exemple, ok, tu regardes d'autres créateurs de contenu. Par exemple, est-ce que tu regardes les créateurs de contenu entertainment, lifestyle, machin, qui sont en fait, finalement, c'est des créateurs de contenu comme toi, mais ils sont absolument pas dans ton domaine, tu vois. Donc, à quel point en fait il faut rentrer dans le micro, je vais me comparer à des gens qui sont comme moi. Ouais. Alors pour moi c'est intéressant quand même de regarder ceux qui ont le mieux marché, parce que c'est facile de se raconter non mais je suis pas en concurrence avec Squeezie, avec McFly et Carlito, etc. Bah si, évidemment. On est dans le marché de l'attention et eux captent plus l'attention que nous. Donc je pense que c'est une erreur de les exclure de notre catégorie en se disant ils sont trop gros. Je pense qu'il faut justement se demander mais tiens comment ça marche, et pas hésiter d'aller voir moi j'aime bien de temps en temps aller regarder les tendances YouTube. Je regarde les choses qui sont en tendance sur YouTube, j'ai souvent des fractures de l'œil, mais j'essaie de dépasser ça. Oui. En me disant mais arrête, tout le monde regarde ça, donc il y a un truc à comprendre. Pas parce que les gens sont bêtes. Ouais. Ce truc de la concurrence aussi, c'est un truc intéressant. Bon, moi encore, je reviens sur mon milieu startup, mais tu vois, les entrepreneurs qui vont se lancer en disant j'ai pas de concurrent. Ça, c'est toujours un truc un peu marrant. Et ça me rappelle une histoire, c'est à Grenoble, donc là, de là où je viens, et donc j'ai fait mes études là-bas. Il y avait un restaurateur qui était venu nous dire qu'il était en train de monter un restaurant brésilien et qu'il n'avait aucune concurrence parce qu'il n'y avait aucun restaurant brésilien à Grenoble. Et tu vois, tu sais, bah oui, mais en fait, il y a plein d'autres restaurants, il y a les bars. Ton concurrent, c'est le fait que les gens, ils vont cuisiner à la maison parce qu'ils vont pas prendre la décision de venir chez toi. Et donc, oui, effectivement, surtout sur YouTube, les 10 minutes que je vais accorder à la vidéo de Victor Ferry, c'est 10 minutes que j'aurais pu passer à regarder une vidéo de Squeezie. En effet. Mais oui.
Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit. J'ai l'impression que tu as un peu quand même fait des ronds de jambes pour pas répondre à ma question qui est c'est qui les gens qui t'inspirent? Les gens qui m'inspirent. Mais je te dis, hein, c'est un travail pour moi de trouver des gens qui nous inspirent. Récemment, je l'ai dit, c'était Georges Brassens. Moi, ça m'a inspiré beaucoup. De me plonger à la fois de partir du fait que j'aimais bien ses chansons pour aller vers qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment il a travaillé. Donc très régulièrement, j'essaie de renouveler mes sources d'inspiration en partant de quelqu'un qui est connu et en me demandant pourquoi ça a marché. Pourquoi est-ce qu'il est devenu connu? C'est comme ça que je fonctionne. Donc si je te donne des noms de gens qui m'inspirent, c'est une matière qui est très qui est très mouvante. Donc je pense que c'est une erreur en fait de se dire ces personnes m'inspirent, etc. parce qu'on se rend compte, mais qu'est-ce qui t'inspire chez lui? T'es pas capable de répondre. Moi je pense que c'est un truc qui se travaille. Tu pars de quelqu'un qui est connu et qui a gagné, et c'est une démarche. Tu vas te demander mais pourquoi c'est inspirant? Et là tu seras vraiment inspiré. Pourquoi? Parce que tu seras arrivé jusqu'au niveau où tu as identifié des mécanismes et que tu es capable de le reproduire. Ouais. Tu vois, tu demandes à quelqu'un, moi je suis inspiré par Martin Luther King. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que tu as envie de reproduire? Parce que si tu es inspiré, ça veut dire qu'à un moment tu passes à l'action. Donc moi je me méfie de ça. Je me méfie d'une espèce de panthéon de personnes qui nous inspirent fixe, parce que c'est le meilleur moyen qu'ils prennent la poussière et de pas vraiment s'en inspirer. Ok. Dernière question, parce que ça me fait penser à une dernière question. Tu as aussi pas mal parlé de l'intérêt du manifeste dans tes vidéos. Et là, on en vient aussi au côté avoir une vision. Ouais. Parce que là, tu viens par exemple de mentionner Martin Luther King sur le fait que lui, je pense que ce qui inspire énormément de gens, c'est sa vision, justement. C'est la vision et le fait qu'il se soit mis en mouvement pour rendre possible sa vision. Je pense que l'entrepreneuriat, globalement, ça devrait être drivé par ce genre de choses, à savoir, j'ai une vision, et en fait, je veux rendre possible cette vision. Et cette vision, elle peut être... Tu vois, tu peux avoir une vision très personnelle, voilà, même d'enrichissement, etc. Mais tu vois, il faut être hyper clair sur ces trucs-là. Et effectivement, pour moi, le manifeste, c'est un truc très puissant qu'ont à leur disposition les entrepreneurs pour justement, et on en revient aussi sur, je pense qu'il y a un lien aussi à faire avec le sujet du style et de la personnalité. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de la différence entre le côté très journalistique et le côté, en fait, on sent que c'est moi, tu vois. Ce truc du manifeste, je pense que c'est un truc très important. Quel intérêt toi tu vois au manifeste et ce serait quoi un peu les quelques questions de base à se poser quand on veut écrire son manifeste? Ouais. Donc déjà le risque pour ceux qui nous écoutent, c'est que au bout de 2 mois, la vision ça devient du bullshit. Non mais tous. Oui. Tous. Au bout de 2 mois, la vision, ça devient du bullshit. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que notre vision ne devient pas des espèces de mots creux, de concepts zombies? C'est qu'il faut régulièrement la convoquer quand on prend des décisions. Quand on prend des décisions, il va y avoir toujours une alternative qui est opportune. Donc c'est ça qui va être le plus efficace pour atteindre les objectifs à court terme. Et il va y avoir des alternatives qui vont être non pas opportunes, mais qui vont avoir du sens. Et moi, c'est à vous de faire ce travail, mais moi, je vous en donne des exemples. Il y a des fois où je sais qu'il y a un sujet de vidéo qui va faire des vues, mais il y a un autre sujet de vidéo qui va être plus important, plus utile, plus noble. Et donc, ça a un coût pour moi de choisir le sujet qui va être plus noble. Mais des fois, je le fais. Ou par exemple, des fois, je vais faire un live pour répondre à toutes les questions de ma communauté, parce que j'ai envie de les écouter, parce que j'ai envie qu'ils viennent avec moi, parce que j'ai envie qu'ils mettent aussi en avant les choses qu'ils sont capables de créer. Ce live, ça va me coûter du temps et ça va pas me rapporter d'argent. C'est un coût d'opportunité. Mais je le fais parce que c'est en accord avec ma vision. Donc régulièrement, il faut pas tricher. Hein. Il faut pas tricher. Il y a des fois, il y a des choses qui vont avoir un coût. Qui vont avoir un coût parce que c'est moins opportun que faire d'autres choses.
Et donc régulièrement, dans le processus de décision, il faut se demander ça. Est-ce que là, ce serait pas le moment de taper plus du côté de ma vision que du côté de l'efficacité court terme? Ça, c'est dans le process. Mais donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir pris le temps de poser sa vision sur le papier. Et les deux questions de base pour poser sa vision sur le papier, c'est dans quel monde j'ai envie de vivre et dans quel monde j'ai pas envie de vivre. Et donc, on tape dans utopie et dystopie. Et ça, il faut le travailler régulièrement. Il faut le travailler régulièrement parce que moi, je peux te dire, j'ai envie de vivre dans un monde où on a ressuscité les plus grands artistes, les plus grands auteurs, les plus grands penseurs, où tu peux avoir une discussion avec, je sais pas moi, avec Jean-Sébastien Bach, après tu vas discuter avec Léonard de Vinci, après tu vas discuter avec Napoléon, etc. T'es entouré comme ça de gens qui ont une expérience tellement incroyable que chaque discussion t'enrichit. J'aimerais vivre dans un monde comme ça. Et après la question, c'est comment tu le fais advenir. Et c'est là que je vais arriver à ces choix. Si je veux le faire advenir, ça veut dire que de temps en temps, je vais pas faire une vidéo qui est exclusivement là pour être efficace. Je vais faire une vidéo qui est là pour élever le niveau de ceux qui me suivent. Donc une vision a du sens quand elle est précise, quand on est capable de la mettre vraiment sous les yeux. Et elle se concrétise quand, à certains moments, on va faire des choix qui ont un coût sur le court terme, mais qui vont avoir beaucoup de valeur sur le long terme. Parce que ça va permettre de faire des petits pas en direction de cette utopie. Très très cool. C'est très cool ce que tu viens de dire, j'ai vraiment kiffé. Et je pense que effectivement un point qui est très important dans ce que tu as dit, on l'a déjà mentionné, c'est le fait de se mettre en action. Ça, je pense que c'est un truc indéniable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui s'enferment dans des statu quo, etc. parce que, en fait, c'est la norme. Et en fait, c'est pas du tout en lien avec leur vision du monde, etc., etc. Et donc, voilà. Et sur le coût d'opportunité, l'exemple un peu simple que j'ai trouvé, c'est l'investissement associatif, tu vois. C'est quand même un truc très bête. Mais s'investir dans l'associatif, c'est un super moyen de pouvoir aider sa vision du monde, etc., aller vers le monde qu'on souhaite. Et des associations, je pense pas forcément à des énormes associations. Tu vois, moi, je suis investi dans une asso avec des amis. On a monté une association il y a 10 ans. C'est un petit truc hyper local dans ma campagne, là. Mais il n'empêche que le temps que je passe avec cette association, c'est du temps que je pourrais passer à, je sais pas, développer mon business, gagner de l'argent et tout. Mais ça va un petit peu vers la vision du monde que j'ai envie d'avoir, etc. Et tu vois, c'est cette espèce de petit coup d'opportunité, mais qui finalement alimente aussi une satisfaction personnelle d'aller dans le monde où, voilà. Et je pense que, tu vois, toutes ces espèces de petites choses-là, voilà, l'associatif, pour moi, c'est vraiment le truc simple pour imaginer ce que tu viens de dire. Et souvent, hein, quand les gens arrivent à un stade où ils se sentent vides, où ils se sentent déprimés, où ils ont perdu le sens et ce genre de choses, c'est parce qu'ils ont pris trop de décisions opportunes et pas assez de décisions nobles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Eh ben, écoute, Victor, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté dans cet épisode. J'espère que toutes les personnes qui ont écouté ont autant kiffé que moi, parce que moi j'ai adoré. Et puis, où est-ce qu'on te retrouve, du coup ? Tiens, il y a un truc qui est nouveau, c'est que sur ma conversation de Telegram, j'ai activé les commentaires. Donc ceux qui veulent venir me voir sur Telegram, on peut discuter directement, ça peut être sympa. Donc c'est parce que évidemment vous allez me trouver sur YouTube. Mais si vous voulez avoir un truc un peu plus envers du décor, venez sur ma conversation de Telegram. Vous tapez Victor Ferry, vous allez trouver un mec en Amérique du Sud et c'est pas moi. Et sinon vous allez trouver moi. Ok, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Ok, on te retrouve donc YouTube, Telegram. Tu es aussi un peu actif sur LinkedIn. Tu l'as pas mentionné. Ouais. Tu publies quand même sur LinkedIn. Tout à fait. Ouais. Donc nickel. Et ben Victor, encore merci pour ton temps et j'espère que toutes les personnes qui ont écouté cet épisode donc ont adoré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous là où vous êtes, donc que ce soit sur Apple Podcast, etc., Spotify ou sur YouTube, puisque là, vous pouvez retrouver donc cet échange aussi sur YouTube. Et puis on se dit à très bientôt. T'as un dernier mot, Victor ? Ouais, en fait là vous avez écouté un podcast qui dure à peu près 1h30.
Donc l'objectif pour que ça serve vraiment à quelque chose, c'est prenez une feuille de papier et notez une chose que vous allez appliquer à la suite de cet épisode. Et là, vous aurez un effet cumulé intéressant si vous faites ça régulièrement. Merci Victor, super. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir tout le monde. Avec plaisir. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!